Le bilan provisoire du séisme de magnitude 7.2 qui a frappé Haïti le samedi 14 août dernier s'est alourdi. On parle de plus de 1941 morts et de plus de 9900 blessés. Des habitants trempés, épuisés, sans autre choix que d'uriner et de déféquer dans des rues menacées d'inondations. Le sud, le sud-ouest et les NIP plongent d'heure en heure dans le chaos. Les sinistrés du tremblement de terre sont démunis. Ils sont démunis, complètement démunis, face aux violentes intempéries d'une nouvelle tempête tropicale. Dans la ville d'Écailles, plus de 200 personnes commencent à bâtir, sous un vent et une pluie persistants, des abris précaires sur un terrain de football inondé. Tous sont des sinistrés du tremblement de terre de magnitude 7.2, qui en quelques secondes a réduit en poussière des dizaines de milliers d'habitations. Au moins 1941 personnes ont été tuées selon un bilan encore très partiel de mardi dernier. Quelques 9900 personnes ont été blessées par les secousses et leurs répliques. Dans les décombres, les secouristes ont extrait 34 personnes vivantes au cours des dernières 48 heures, ont indiqué les autorités. Au calvaire des sinistrés qui dorment dehors s'ajoutent, depuis mardi, les averses charriées par la tempête tropicale Grace. Les précipitations risquent par endroits de provoquer des inondations majeures, selon le Centre américain des ouragans, basé à Miami. Dans ces conditions, les autorités haïtiennes ont appelé à une extrême vigilance à l'égard des maisons fissurées qui pourraient s'effondrer sous le poids de la pluie. Les États-Unis, qui ont évacué une quarantaine de personnes pour des soins urgents, ont affrété 8 hélicoptères pour mesurer l'ampleur de la catastrophe grâce à des images aériennes. Bricolant à la hâte des abris de fortune, les habitants sont tout simplement dépités. Un article extrait du site de l'agence France Presse en ce mardi 18 août 2021. Vidéo et montage Technical Fall Productions, directrice de la photographie Winnie J, microphone Jean-Fils Aimé. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Vous l'aurez compris, les circonstances l'obligent. Nous allons parler de ce terrible tremblement de terre, 7.2 sur l'échelle de Richter, ce n'est quand même pas rien. Nous allons en parler, mais le texte que je viens de vous lire, qui date de mardi dernier, mardi le 18 août, j'aurais pu vous l'avoir lu en 2010. Et, sauf pour le nombre de personnes décédées, le nombre de personnes sinistrées, on a l'impression que les scènes sont sensiblement les mêmes. Quelles leçons devons-nous tirer? Quelles leçons devons-nous apprendre de cet autre tremblement de terre qui vient de frapper notre pays? Voilà le sujet que je vous propose aujourd'hui. Encore une fois, mon but, c'est de nous sensibiliser sur ce qui aurait dû être fait et qui n'a pas été fait, ce qui aurait pu être fait et qui n'a pas été fait, et surtout comment éviter que lors d'un inévitable autre tremblement de terre, nous ne soyons aussi démunis en tant que population. Je dis, lors d'un inévitable autre tremblement de terre, ce n'est qu'une question de temps. Nous sommes situés sur des failles sismiques, disent les experts. C'est normal que nous soyons frappés par des tremblements de terre. Nous n'y pouvons rien, étant donné l'endroit où nous sommes situés, étant donné la zone où Haïti, n'est-ce pas, est tout simplement située. Mais comment éviter qu'à chaque tremblement de terre,
la population haïtienne soit aussi démunie? Telle est la question qui m'intéresse ce matin. À ce stade-ci, vous connaissez le rituel. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Offrez-vous tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Avez-vous le dernier livre du docteur Jean-Fils Aimé? Si, le prochain livre du docteur Jean-Fils Aimé sort cette année. Il s'intitule « Être noir, une fabrication occidentale. Comment détruire la matrice ». Le livre sort le 22 août 2021. Seulement, vous pouvez le commander dès maintenant sur le site internet de jeanfilsm.com. Achetez-le maintenant et économisez 10 $. Le livre sera disponible en français et en anglais. Restez à l'afflux. On est ensemble. Eh bien, je voudrais commencer par présenter mes condoléances à tous ceux qui sont particulièrement touchés par ce tremblement de terre, à tous ceux qui ont perdu soit un membre de la famille ou bien des amis proches, des collaborateurs. Quand on a autant de morts pour un si petit pays, eh bien, directement ou indirectement, nous sommes tous touchés. Mais je tiens à saluer, à présenter mes condoléances aux familles qui sont plus directement affectées, soit par la perte d'un membre ou par la disparition d'un ami, d'un collaborateur ou d'un être cher quelconque. Quand on est en face d'une catastrophe comme celle-là, il y a une distinction à faire comme personne pensante. Nous sommes des sapiens, c'est-à-dire des êtres qui réfléchissent, des êtres qui raisonnent, des êtres qui évaluent, n'est-ce pas, une situation de manière à prendre les bonnes décisions. Donc, je disais, quand nous sommes devant une situation comme celle qui nous a frappé le 14 août dernier, il y a un distinguo à faire. Il y a une distinction nette à faire entre le phénomène qui est naturel et les conséquences qui sont humaines. Je ne sais pas si déjà vous saisissez ce que je veux dire. Eh bien, le tremblement de terre, il est naturel, il s'explique par des failles sismiques. D'autant que nous ne sommes pas le seul pays et nous ne serons pas le seul pays à être exposé à des tremblements de terre. Les experts en la matière nous disent que nous sommes situés, n'est-ce pas, dans une zone à haut risque sismique. Eh bien, le tremblement de terre que nous avons connu le 14 août dernier n'est pas sans rappeler celui que nous avons connu en 2010 et malheureusement, cela m'attriste de vous le dire, le tremblement de terre du 14 août dernier ne sera pas le dernier, d'autant que ce tremblement de terre a été suivi par des répliques. Et ce qu'il y a de plus effrayant, c'est que le tremblement de terre qu'on appréhende n'est même pas encore arrivé. On n'avait pas nécessairement prévu celui du 14 août dernier. On continue à appréhender d'autres tremblements de terre. Que voulez-vous? Certains pays sont exposés à des tempêtes de neige. D'autres pays sont exposés à des volcans. D'autres sont exposés à des ouragans. Eh bien, il n'y a pas de pays qui soit à l'abri de tout risque. Chaque pays, chaque zone est exposée à un type de risque particulier. Bien, dans notre cas, nous, en tant qu'Haïtiens, nous sommes exposés année après année à des tempêtes tropicales, nous sommes exposés année après année à des ouragans et nous sommes exposés en tout temps, c'est le cas de le dire et il faut l'admettre, il faut s'éduquer dans ce sens-là, nous sommes exposés en tout temps à des tremblements de terre. Et c'est là où il faut rappeler ce vieil adage, savoir faire le distinguo entre les choses que nous ne pouvons pas changer
et les choses que nous pouvons changer. Nous ne pouvons pas changer le fait que notre pays est situé dans une zone à haut risque sismique. Nous ne pouvons pas changer le fait que notre pays est situé dans une zone à haut risque, n'est-ce pas, d'ouragan ou de tempête tropicale. Ce que nous pouvons changer, par exemple, c'est la manière dont on peut mitiger ou non, la manière dont on peut amoindrir ou non les conséquences de ces tremblements de terre, la manière dont on peut amoindrir ou non, n'est-ce pas, l'impact de ce tremblement de terre ou de ces tremblements de terre ou de cette tempête, de manière à ce que, année après année, tremblement de terre après tremblement de terre, nous soyons moins démunis parce que nous aurons appris de ce qui nous est arrivé. Malheureusement, si vous comparez notre niveau de dénuement, si vous comparez la manière dont la population est démunie en 2021 à son niveau de dénuement en 2010, eh bien, il n'y a pas eu d'amélioration. Au contraire, la situation s'est empirée. En sorte que, il faut se demander, est-ce que c'est le tremblement de terre qui a emporté près de 2000 personnes? Est-ce que c'est le tremblement de terre qui a fait plus de 9000 blessés? Ou bien, est-ce que c'est l'incompétence des autorités haïtiennes? Ou bien est-ce que c'est l'insouciance des autorités haïtiennes? Ou bien est-ce que c'est le manque de sérieux des autorités haïtiennes? Ou enfin, est-ce que c'est tout simplement le manque de prévisibilité des autorités haïtiennes? C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut d'emblée distinguer entre ce qui est naturel et ce qui est humain. Souvent on confond, n'est-ce pas, le tremblement de terre qui frappe et les conséquences de ce tremblement de terre qui aurait pu être mitigé, qui aurait pu être amoindri, qui aurait pu être évité. Comment? D'abord, en suivant un code de bâtiment, en suivant un code de construction. Vous savez, un État se définit à sa capacité d'imposer son autorité sur un certain territoire. On a un État aux États-Unis, on a un État au Canada, on a un État en France, on a un État à Cuba ou ailleurs, en Chine, en Russie, parce que les autorités qui s'y sont installées, d'abord, elles jouissent d'une légitimité, et de deux, elles sont des autorités étatiques parce qu'elles sont en mesure, ces autorités-là, de se faire obéir. Une autorité n'est autorité que parce qu'elle peut se faire obéir sur un certain territoire. Eh bien, dans les pays où les États sont dignes de ce nom, on va concevoir un code de bâtiment et on va veiller à ce que ce code de bâtiment soit respecté. Malheureusement, depuis toujours dans ce pays, on construit comme on veut. Comme on veut. Ceux qui en ont les moyens construisent comme ils veulent, sans nécessairement tenir compte des règlements ou des réglementations établies par l'État. On construit comme on peut aussi. Les gens qui n'en ont pas les moyens vont construire des maisons à flanc de montagne. Ils vont construire des maisons, n'est-ce pas, tout près de la mer, sans tenir compte d'aucune règle de la science en la matière. Ils vont construire, n'est-ce pas, n'importe où, sans qu'il n'y ait un plan d'urbanisation qui est respecté. Et conséquemment, il suffit de quelques gouttes de pluie. Il ne suffit que d'un tremblement de terre, si faible soit-il, même s'il faut le reconnaître, qu'un tremblement de terre de 7,2 sur l'échelle de Richter est un tremblement de terre puissant, mais toujours est-il que il ne suffit que d'un vent, il ne suffit que de quelques gouttes de pluie pour que tout dans une ville, pour que tout dans une certaine région, pour que tout dans un certain département s'effondre en quelques minutes.
Et c'est pour ça qu'il faut commencer par pointer le manque de sérieux de l'État haïtien. Vous notez que la plupart de ceux qui étaient en poste en 2010, lors du fameux tremblement de terre du 12 janvier, le sont encore en 2021. On les retrouve dans les mêmes ministères, n'est-ce pas, de la sécurité publique, ministère des collectivités territoriales. On les retrouve dans les mêmes entités, la soi-disant société civile. Mais entre 2010 et 2021, est-ce que l'État a fait montre de plus de sérieux? Est-ce que l'État a fait montre de plus de poigne? Est-ce que l'État a fait montre de plus de dents pour faire respecter ses règles? Et malheureusement, ce ne sont pas seulement les pauvres, ceux qui n'en ont pas les moyens, qui construisent n'importe comment sans tenir compte des normes, n'est-ce pas, parasismiques, même ceux qui ont les moyens. Précisément, ceux qui ont les moyens ont recommencé à construire comme si de rien n'était. Parce que souvent, ceux qui motivent dans les constructions personnelles, ceux qui motivent dans les constructions individuelles dans ce pays, ce n'est pas tant le désir de suivre, n'est-ce pas, les règles pour mitiger les conséquences d'un éventuel tremblement de terre, pour mitiger les conséquences d'un éventuel séisme. Ce qui motive, c'est le m'as-tu vu. En sorte que l'État, s'il émet un code de la construction, s'il émet un code du bâtiment, n'est pas trop intéressé. En tout cas, il ne montre pas beaucoup de volonté à faire respecter ce code-là. Et ça s'appelle un manque de sérieux de l'État haïtien. Si on était dans un pays sérieux, il y a des autorités qui, depuis le 12 janvier 2010, auraient été poursuivies pour leur manque de sérieux. Parce que c'est criminel. C'est criminel d'avoir des gens qui se retrouvent à la tête d'un ministère. C'est criminel d'avoir des gens qui se retrouvent à la tête d'un service public. C'est criminel d'avoir des gens qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans des bureaux d'État et qui ont justement pour mandat d'émettre des codes du bâtiment et de faire respecter ce code du bâtiment, et qui, malgré le fait qu'ils sont payés à même les impôts de tous et de toutes, baillent aux corneilles sans faire respecter ces normes-là. Et quand il y a un tremblement de terre, on est aussi démunis qu'avant. Parfois même, on est plus démunis qu'avant. Quand est-ce que nous allons avoir des autorités sérieuses, des autorités qui non seulement ont la légitimité populaire, mais qui, fortes de leur légitimité, vont veiller à ce que les normes soient respectées dans ce pays? Et je me demande, vous vous souvenez de mon questionnement d'il y a quelques semaines, je me demande, est-ce que nous avons un pays? Ne sommes-nous pas devenus tout simplement un territoire transnational, une espèce de no man's land, un endroit où vivent des gens n'importe comment, et parfois de manière infrahumaine? Beaucoup d'entre nous, hélas, n'est-ce pas, vivent comme des animaux à l'état sauvage, parce qu'il n'y a pas une autorité légitime qui veille à ce que les normes, qui veille à ce que les réglementations, qui veille à ce que les principes soient respectés. Vous savez ce qu'on dit en administration publique? Pour qu'il y ait État, il faut qu'il y ait un minimum de science. Et là, justement, il y a des experts qui émettent des avis, il y a des experts qui émettent des conseils, il y a des experts qui lancent des avertissements. Mais les premiers qui font la sourde oreille vis-à-vis de ces avis des experts, ce sont ceux-là qui sont élevés en dignité. Ceux-là même qui sont placés pour faire suivre ces normes-là, ils sont les premiers à faire la sourde oreille en disant « c'est pas important, bon Dieu est bon ». Vous notez que ça, c'est une mentalité qui nous fait du tort. On vit sur le principe de bon Dieu est bon. Il n'y a pas de plan d'urbanisation. Il n'y a pas de plan pour nos aqueducs. N'est-ce pas, nos canaux publics ne sont pas curés. On continue à dire bon Dieu bon, en sorte que il ne suffit que de 2 gouttes de pluie, il ne suffit qu'un tremblement de terre pour que
tout s'effondre. À un moment donné, les amis, nous devons être une société apprenante. Nous devons apprendre de notre passé, puisqu'il y en aura toujours des tremblements de terre, il y aura toujours des tempêtes, il y aura toujours des ouragans. Ça, on ne peut pas changer cela. Ce qu'on peut changer, c'est le type de précaution que nous devons prendre. Ce qui doit être changé, c'est le type de comportement que nous devons adopter désormais. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire, à offrir à nos proches. On est ensemble. Qu'est-ce qui doit être changé? Bon, l'État doit se comporter comme une autorité responsable et qui établit un plan en prévision des ouragans, en prévision des tempêtes. Il y a au moins un avantage à tirer du fait que nous connaissons des tempêtes, du fait que nous sommes exposés à des ouragans. C'est que ça revient année après année. Donc si on avait des autorités responsables, des autorités qui traitent leur population avec sérieux, si on avait des autorités qui considéraient les Haïtiens comme de véritables citoyens et de véritables citoyennes, eh bien, il y aurait un budget adéquat pour répondre à ces catastrophes naturelles. Exemple, si vous comparez combien gagne un sénateur, si vous comparez le budget qui est alloué à la présidence, si vous comparez le budget qui est alloué, n'est-ce pas, au Parlement, au budget qui est alloué à ces tempêtes-là, qui reviennent année après année, à ces ouragans qui reviennent année après année, vous avez une idée claire d'où se trouve la priorité de nos autorités. Si on avait des autorités qui prenaient la population au sérieux, il y aurait dans chaque région, il y aurait dans chaque ville, il y aurait dans chaque commune un bureau de l'État ou bien des magasins de l'État dans lesquels on retrouverait, si vous voulez, les denrées de première nécessité, où on retrouverait, n'est-ce pas, les produits pour les premiers soins et où on aurait des gens, des membres, n'est-ce pas, du service médical qui seraient prêts, enfin les premiers répondants, qui seraient prêts à répondre, cela va sans dire, à la première catastrophe. Vous notez que peu importe l'endroit où il y a une catastrophe, en 2010 c'était dans la capitale, donc à Port-au-Prince, l'État est aussi démuni que si on se retrouvait, n'est-ce pas, dans les zones les plus reculées. Pourquoi? Parce que l'État ne fait aucun plan et n'accorde aucun budget, n'alloue aucun budget sérieux, aucun budget suffisant pour répondre aux catastrophes naturelles. Toute la population devrait savoir qu'en cas de catastrophe dans le sud, qu'en cas de catastrophe dans telle commune, qu'en cas de catastrophe dans telle zone, qu'en cas de catastrophe, n'est-ce pas, dans telle partie du pays, voici où on doit se rendre, voici ce que l'on va retrouver, voici ce qui est disponible. Non seulement n'avons-nous pas les matériels mécaniques pour répondre aux catastrophes naturelles, mais même les produits de première nécessité, comme l'eau, même les produits de première nécessité comme le pain, même les produits de premiers soins, nous en sommes dépourvus, en sorte que à chaque catastrophe, on a les yeux tournés vers les pays étrangers. Nous sommes devenus une population qui vit au crochet des autres. Ce n'est pas par notre faute en tant que population. Je suis pas en train de blâmer les civils, je suis pas en train de blâmer la population, mais parce que nous avons
des autorités irresponsables, parce que nous avons des autorités inconscientes, parce que nous avons des autorités sans conscience, eh bien, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, on a les yeux tournés vers les autres pays pour qu'ils viennent nous tendre la main. Quand est-ce que ça va arrêter? Vous allez voir. Une fois qu'on aura oublié les effets de ce tremblement de terre, la vie va reprendre rapidement son cours. La fameuse résilience du peuple haïtien, qui n'est pas toujours de la résilience, 9 fois sur 10 c'est de la résignation. Eh bien, une fois que la vie aura repris son cours, notez bien ce qui va se passer. Les autorités haïtiennes ne deviendront pas plus responsables qu'elles ne l'ont été en 2010. Elles vont tout simplement tirer avantage de cette catastrophe-là. Je lisais la citation d'un ami qui vit au Québec. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit, lors de ces catastrophes-là, ce sont les pauvres des pays riches qui viennent en aide aux riches des pays pauvres. C'est tellement touchant, je vais reprendre cette citation. Il dit, souvent ce qu'on appelle aide, c'est Boukhar Diouf qui le dit, eh bien, ce qu'on appelle aide des pays du Nord vers les pays du Sud, eh bien, c'est les gens pauvres, les gens de la classe moyenne des pays du Nord, qui contribuent pour venir en aide, soi-disant, aux pays pauvres qui sont frappés par des catastrophes, mais en réalité, ce ne sont pas les gens de la population qui bénéficient de cette aide-là. C'est souvent les riches, les gens qui sont bien placés, qui vont recevoir cette aide et qui vont la détourner, cette aide, à leur propre fin, en sorte que cette affaire d'aide, les amis, en temps de catastrophe, devient une business dans nos pays. Vous allez voir, ceux-là même qui ont détourné l'aide en 2010, ils sont encore bien positionnés pour détourner l'aide à leur propre avantage en 2021. Quand est-ce que ça va changer? C'est ce qu'on appelle justement le capitalisme du désastre. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui s'enrichissent précisément quand il y a des catastrophes comme ça. L'aide n'atteint que rarement ceux qui en ont véritablement besoin. Voilà pourquoi il faut être vigilant. À qui est-ce que on va donner des enveloppes? À qui est-ce qu'on va confier la distribution de ces produits médicaux? À qui est-ce qu'on va confier la distribution de ces denrées? Rapidement, il y en a qui vont avoir des boutiques, il y en a qui vont avoir des magasins, il y en a qui vont avoir des épiceries, il y en a qui vont avoir des pharmacies. Et qu'est-ce qu'on va retrouver, n'est-ce pas, dans ces endroits? L'aide qu'on avait soi-disant envoyée pour ceux qui souffrent véritablement. On sait qu'il y aura d'autres tempêtes l'année prochaine, on sait qu'il y aura d'autres ouragans l'année prochaine, on sait qu'il y aura d'autres tremblements de terre, on ne sait tout simplement pas quand. Mais que fait l'État pour que sa population soit moins démunie? Que fait l'État pour que sa population ne se retrouve pas les mains nues? Avez-vous vu cela? Nous sommes à ce point démunis que l'État n'a même pas les machines, l'État n'a même pas les outils qu'il faut pour tirer les gens, n'est-ce pas, des décombres. Ce sont les voisins qui tirent des humains des décombres et ils le font à main nue. Puisque l'État ne fait pas de plan, puisque l'État n'alloue pas de budget sérieux pour mitiger les conséquences de ces catastrophes naturelles, eh bien, nous sommes toujours dans le conjoncturel, jamais dans le structurel. Nous ne pensons pas à long terme. Nous pensons au quotidien, nous pensons au day-to-day. Ça veut dire, maintenant qu'il y a quelques milliers de personnes qui se retrouvent dans les rues, maintenant qu'il y a près de 10 000 personnes qui sont blessées, eh bien, nous allons essayer de répondre à ces gens-là. Puis une fois qu'on leur aura donné un peu de ce qu'ils méritent, eh bien, nous ne pensons pas au futur. On se dit, eh bien, à la prochaine tempête, on verra. On se dit, à la prochaine catastrophe, on verra comment réagir.
Mais ce n'est pas ainsi qu'un État responsable devrait réagir. On devrait pouvoir tirer des leçons de ces tempêtes qui sont déjà arrivées, de ces ouragans, de ces catastrophes qui nous ont déjà frappés, et sachant qu'il y aura d'autres tempêtes l'année prochaine, sachant qu'il y aura d'autres ouragans, que faisons-nous pour en mitiger, pour en amoindrir les conséquences l'an prochain? Vous savez, ce qui nous empêche d'atténuer les conséquences de ces phénomènes naturels, un mot à retenir, le mot corruption. J'ai un ami du Sud qui m'a envoyé une facture, mais tellement triste, d'un homme d'affaires qui a acheté une tente pour un certain prix le matin, et quelques heures plus tard, il a revendu la même tente 2 fois le prix. Est-ce que ça s'appelle faire des affaires ou bien ça s'appelle tout simplement un manque de solidarité? Ce monsieur-là qui va revendre cette tente 2 fois plus cher qu'il ne l'a acheté seulement quelques heures auparavant, est-ce qu'il est conscient qu'au prochain tremblement de terre, au prochain ouragan, à la prochaine tempête, il risque d'être la victime et c'est à lui peut-être qu'il faudra tendre la main? On a l'impression que seuls ceux qui n'en ont pas les moyens dans notre pays ont le sens de la solidarité. On a l'impression que ce sont ceux qui ne sont pas au pouvoir qui sont touchés par, si vous voulez, la souffrance des autres. Mais que dès qu'on est élevé en dignité dans ce pays, dès qu'on a une certaine responsabilité étatique, si tant est qu'il y ait État en Haïti, eh bien on perd tout sens de solidarité, on perd toute conscience citoyenne, on perd toute conscience sociale. Ça a un mot, disais-je, la corruption. Vous savez comment on encourage la corruption? On encourage la corruption lorsqu'on ferme les yeux sur des cas de corruption individuelle. Les fameux pommes pourries. Au travail, on voit bien qu'un gars s'enrichit par la corruption. Dans le voisinage, on voit bien qu'un gars s'enrichit par la corruption. Autour de nous, dans la famille, on voit bien qu'un tel ou une telle détourne à des fins personnelles ce qui appartient à tout le monde, mais on dit, écoutez, on s'en fout, c'est pas de mes affaires, mais c'est de nos affaires. Quand on ferme les yeux sur des cas de corruption personnelle, ce qu'on appelle les pommes pourries, eh bien, on commence par imiter ces exemples-là, et tout à coup, la corruption devient organisationnelle. Ce n'est plus un individu qui détourne ce qui appartient à tout le monde, c'est une organisation qui fait dans la corruption en sorte que ça devient la norme, ça devient le comportement accepté. En plus des cas de corruption personnelle, en plus des cas de corruption organisationnelle, eh bien on passe à un niveau plus haut. On devient maintenant, on a des cas de corruption institutionnelle. Dans telle institution de l'État, dans tel ministère de l'État, dans tel organe de l'État. C'est normal qu'on vole, c'est normal qu'on détourne l'argent, c'est normal qu'on détourne les médicaments, c'est normal qu'on détourne, n'est-ce pas, les denrées. Et à force d'avoir des institutions qui sont gangrénées par la corruption, eh bien, la corruption devient étatique, la corruption devient systémique. C'est ce à quoi nous assistons en Haïti. Vous savez, sur papier, Haïti, c'est le plus beau pays. Nous avons toutes sortes d'organes qui reçoivent un certain budget de l'État pour répondre aux catastrophes naturelles. Une partie de ce budget se retrouve où, selon vous? Dans la poche de ceux qui sont à la tête de ces organes-là. Et les autorités étatiques placent leurs amis là à dessein. Les ministres, les présidents, les chefs de gouvernement, les sénateurs, les députés placent justement des directeurs généraux à la tête de ces organes-là à dessein pour qu'ils puissent s'enrichir, ces directeurs généraux-là. Et quand vient la catastrophe, on a encore les yeux tournés vers l'étranger pour nous aider. Nous ne pouvons pas continuer à vivre de cette manière, les amis.
Cette fois-ci, c'était l'écaille. Cette fois-ci, c'était les Nippes. Cette fois-ci, c'était le département du Nord-Ouest. Demain, ça va être un autre département, ça va être une autre ville, ça va être une autre région. Et à chaque fois, on va être démunis de la même manière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, nous les citoyens, nous avons aussi une responsabilité. Je ne veux pas blâmer les victimes. La population est d'abord victime de ce manque de prévoyance de l'État. La population est victime de ce manque de compétences de l'État. La population est victime de la corruption systémique, de la corruption étatique. La population est victime du manque de sérieux de l'État. Mais nous avons quand même, en tant que population, une part de responsabilité. Pour avoir un autre État, pour avoir d'autres types d'autorités, nous devons arrêter de voter pour ces gens-là. Pourquoi votons-nous pour les mêmes sénateurs qui s'enrichissent tandis que nous devenons de plus en plus pauvres? Pourquoi votons-nous pour les mêmes députés qui détournent des fonds à leurs fins personnelles tandis que nous, membres de la population, nous sommes de plus en plus démunis? Pourquoi votons-nous encore pour les mêmes types de politiciens qui vont devenir présidents, qui vont devenir, je ne sais pas, n'est-ce pas, mettez-en tous les titres pompeux, mais qui sont là pour leur propre cause, qui sont là pour se servir eux-mêmes, qui sont là pour s'enrichir et qui n'ont absolument aucune conscience citoyenne. Notre bulletin de vote est peut-être, pour l'instant, notre arme la plus puissante. On le voit, en 2010, on a eu ce tremblement de terre. Et il y a des politiciens qui nous ont fait toutes sortes de promesses audacieuses. Il y a des politiciens qui nous ont promis des hôpitaux, il y a des politiciens qui nous ont promis des écoles, il y a des politiciens qui nous ont promis, n'est-ce pas, monts et merveilles. Nous sommes en 2021, 11 ans plus tard. Qu'est-ce qui a changé dans nos vies? Rien. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de ces politiciens? Tout. De faillis qu'ils étaient, ils sont devenus multimillionnaires. Leurs amis sont devenus multimillionnaires. Les membres de leur famille sont devenus des entrepreneurs extrêmement prospères. Et puis nous, population civile, nous sommes de plus en plus démunis, nous sommes de plus en plus pauvres. Nous devrions au moins apprendre cette leçon. Nous devrions au moins changer de comportement. Ne pas voter pour ce type de politiciens-là. Ne pas voter pour les mêmes sénateurs, les mêmes députés. Ne pas voter pour les mêmes politiciens qui vont devenir présidents et que sais-je encore. Et qui, par manque de compétences, par manque d'intégrité, par manque de prévoyance, vont nous exposer aux mêmes conséquences à la prochaine tempête, au même ouragan. Vous savez, ces politiciens-là, précisément parce qu'ils vivent de la business de l'aide, ils n'ont pas honte du fait que Haïti fait de l'actualité toujours pour les mêmes raisons. Moi, ça me gêne. Et est-ce que nous le notons? Nous faisons de l'actualité, nous les Haïtiens, toujours pour les mêmes raisons. Un tremblement de terre en 2010, l'assassinat d'un président, un tremblement de terre en 2021, bon Dieu, des ouragans, des tempêtes, et puis des images, des gens qui sont démunis, des images, des gens qui crient au bon Dieu parce qu'ils ne peuvent plus s'adresser à leurs autorités. Oh là là. Vous savez, je suis croyant, hein. Mais je sais que les dieux nous ont tout donné. Ils nous ont donné de l'intelligence. Donc, ce n'est pas à Jésus, ce n'est pas à Allah, ce n'est pas aux lois de venir construire des maisons parasismiques. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le bon Dieu qui va venir, n'est-ce pas, émettre un plan d'urbanisation et qui va veiller à ce que ce plan soit respecté.
Ce ne sont pas les lois, les esprits tutélaires ou bien, que sais-je encore, les anges du ciel qui vont faire en sorte que nos politiciens, nos dirigeants, n'est-ce pas, aient plus de conscience sociale qu'ils n'en ont eu en 2010. Tout ce que les dieux, tout ce que les ancêtres, si vous y croyez, tout ce que les esprits devraient faire, ils l'ont déjà fait. Maintenant, c'est à nous de faire montre de l'intelligence. C'est à nous de tirer les leçons de nos souffrances. C'est à nous de tirer des leçons de notre passé et de dire, puisque nos politiciens chez nous sont des roublards, puisque nos politiciens chez nous sont des gens corrompus, puisque nos politiciens chez nous sont des gens inconscients, nous n'allons plus leur faire confiance. Nous allons travailler pour changer les choses par nous-mêmes. Vous savez, je suis avec beaucoup d'attention et je m'implique à ma façon dans les diverses structures d'aide que nous, les Haïtiens de l'extérieur, je n'aime plus le mot diaspora, eh bien, sommes en train de mettre en place pour venir en aide à nos frères et sœurs de l'intérieur. Je dis, je suis ça avec beaucoup d'intérêt. Et c'est une bonne chose. C'est nos frères qui sont démunis là-bas. C'est eux qui seront exposés à des problèmes de choléra ou à d'autres problèmes encore qui vont découler du fait qu'ils sont démunis, nos frères et sœurs, face à ces tempêtes, face à ces catastrophes. Mais en même temps, je suis triste. Vous savez, je suis pris par une émotion double. D'un côté, je dis oui, je dois venir en aide à la population, mais d'un autre côté, en venant en aide à la population, vous savez, l'effet pervers que cela provoque, c'est que aussi longtemps que mes frères et mes sœurs du dedans pourront compter sur moi pour leur envoyer de l'aide, eh bien, les politiciens qui ont la responsabilité, c'est eux qui sont venus solliciter un mandat, c'est eux qui sont venus solliciter votre vote, et c'est eux qui sont payés pour régler ces problèmes-là. Aussi longtemps que nous allons continuer à aider la population, nous devons continuer à aider la population, je veux qu'on me comprenne bien. Mais aussi longtemps que nous allons continuer à le faire, vous savez quoi? Les politiciens corrompus, sans conscience, sans responsabilité citoyenne, vont continuer à voler, ils vont continuer à détourner les fonds à leur fin personnelle parce qu'ils disent de toute manière, lorsqu'il y a une catastrophe, il y aura des pays étrangers qui vont nous tendre la main et il y aura les Haïtiens du dehors qui vont venir en aide, donc business as usual. En sorte que nous nous retrouvons, hélas, dans ce cercle vicieux. Ne pas aider me fait horreur. Je n'ose même pas imaginer que mon frère et ma sœur soient exposés aux conséquences de ce tremblement de terre, soient exposés aux conséquences de cet ouragan sans que je ne puisse les aider. Donc, je dis cela me fait horreur. C'est impensable que je ne vienne en aide à mes frères et à mes sœurs du dedans. Et pourtant, en les aidant, je suis en train de devenir complice de l'État irresponsable. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Moi, de mon côté, je ne peux que dénoncer ces autorités irresponsables. Je ne peux que dénoncer ces autorités corrompues. Mais vous, de l'intérieur, vous savez ce que vous pouvez faire? Moi, je ne peux que dénoncer. Vous pouvez les déchouquer. Vous devez vous révolter contre ces autorités. Vous devez les punir par tous les moyens imaginables. Les punir par votre vote. Récupérer de leurs mains ce qu'ils vous ont volé, car ce n'est pas normal que des gens vivent de la misère des autres. Vous notez que nous avons chacun notre part de responsabilité. Moi, de l'extérieur, j'ai la responsabilité fraternelle de vous aider. Je ne refuserai pas de le faire. Mais vous, qui subissez directement les conséquences des autorités irresponsables, vous pouvez les congédier, vous pouvez les révoquer, vous pouvez les déchouquer, mais vous pouvez les punir aussi par votre vote. Car si vous continuez à voter pour les mêmes politiciens,
en levant les yeux vers le ciel à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, rien ne changera. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui m'ont attristé depuis ce tremblement de terre. C'est de voir des directeurs d'opinion, des hommes de médias poser la question, qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu? Voyons donc, les amis. J'ai même vu un directeur de médias inviter des politiciens sur sa plateforme en demandant à ces politiciens de demander pardon au bon Dieu. Voyons donc là. Quand on fait ça, on sombre dans des comportements superstitieux, on sombre dans des comportements irrationnels. Le bon Dieu n'est pas plus méchant envers nous, bon Dieu, qu'il ne l'est vis-à-vis du Japon. Le bon Dieu n'est pas plus méchant envers nous qu'il ne l'est vis-à-vis des États-Unis. Voyons donc, sortons-nous de cette mentalité de bondieuserie. C'est à nous les humains d'assumer notre responsabilité et de nous doter d'États responsables. Quand vous avez des États irresponsables, vous les congédiez, vous les jugez, vous les condamnez et vous les foutez en prison. Vous notez? On estime à près de 11 milliards de dollars les sommes qui ont été détournées par ceux et celles de la communauté internationale, mais également parmi les nationaux, nos nationaux qui ont géré des fonds pour la reconstruction d'Haïti. Après 11 ans, avez-vous vu le début du commencement de la reconstruction d'Haïti, vous? Non, pas du tout. Il n'y a pas plus d'hôpitaux, il n'y a pas plus de routes, il n'y a pas plus d'outils mécaniques pour nous sortir, n'est-ce pas, des décombres. Il n'y a pas plus de centres de premiers soins. Il n'y a pas plus de magasins de l'État dans lesquels, n'est-ce pas, on accumulerait les denrées au cas où la population serait exposée à une pénurie de nourriture, etc. Et pourtant, personne n'est allé en prison. Personne n'a été poursuivi, personne n'a été jugé. Ça s'appelle de la tolérance. Parce qu'on tolère, n'est-ce pas, ceux qui sont corrompus, parce qu'on continue à les garder à la tête du pays, eh bien, on récolte les mêmes conséquences. En sorte que c'est le mythe de Sisyphe. Les années passent, mais on a l'impression que la population haïtienne est toujours en train de monter un mât suifé. On est toujours de grimper un mât suifé. On est toujours en train, n'est-ce pas, d'essayer de hisser un rocher au sommet de la montagne et le rocher dégringole à chaque fois. Mais c'est pas une affaire du bon Dieu, c'est pas une affaire de bondieuserie. C'est une affaire de corruption. C'est une affaire d'État irresponsable. C'est une affaire de population qui vote pour les mauvaises personnes. Je vous lance le mot d'ordre. Identifiez ces gens-là qui étaient là en 2010. Identifiez ceux qui sont à la tête de l'État, à la tête des ministères, encore en 2021. Vous êtes aussi démunis, sinon plus démunis en 2021 que vous ne l'avez été en 2010. Prenez note de cela et demandez-leur des comptes. Vous savez, on a État lorsqu'il y a le principe de la reddition de comptes. Au Canada, on demande des comptes aux dirigeants. On demande des comptes aux administrateurs publics. C'est la même chose en France, c'est la même chose aux États-Unis. Et nommez-les, des gens vont en prison, des gens sont condamnés à mort. Imaginez en Chine, des gens sont condamnés à mort lorsqu'ils sont reconnus coupables de corruption de fonds publics. Mais nous, en Haïti, vous savez comment on appelle ces gens-là? Des gens intelligents. Quand quelqu'un vole les fonds publics, quand quelqu'un détourne à ses fins personnelles ce qui appartient à tout le monde, on dit de lui qu'il est intelligent. On applaudit presque. Avez-vous le dernier livre du docteur Jean Fils-Aimé? Si, le prochain livre du docteur Jean Fils-Aimé sort cette année. Il s'intitule « Être noir, une fabrication occidentale. Comment détruire la matrice ». Le livre sort le 22 août 2021. Seulement, vous pouvez le commander dès maintenant sur le site internet de jeanfilsm.com. Achetez-le maintenant et économisez $10.
Le livre sera disponible en français et en anglais. Restez à l'afflux. On est ensemble. Arrêtons de considérer comme des gens intelligents des administrateurs publics qui volent. Ce sont des voleurs. Appelons-les par leur nom, ce sont des voleurs. Moi, je ne me gêne pas de les appeler des voleurs. Je n'ai aucune sympathie pour les politiciens haïtiens. La majorité d'entre eux sont des voleurs et je les traite comme des voleurs. Je les dénonce à tous les micros possibles. Mais vous, population civile, arrêtez de faire comme si vous ne le savez pas. Arrêtez de faire comme si cela ne vous regardait pas. Au fait, cela vous regarde plus, vous, que cela ne me regarde moi, parce que vous qui vivez en Haïti, vous subissez directement les conséquences de ce comportement kleptocrate de nos dirigeants. Ils sont là pour voler. Punissez-les. Déchouquez-les, je vous le dis. Dénoncez-les. Demandez-leur des comptes. Et puisque les autorités étatiques protègent les autres autorités étatiques, eh bien, vous, au sein d'une population, au sein d'une région, au sein d'une ville, vous savez qui a volé, vous savez qui a détourné les fonds, vous savez qui a détourné les médicaments, vous savez qui a détourné, n'est-ce pas, les machines qui sont destinées à vous sortir des décombres. Vous savez qui est-ce qui les détourne à leur fin personnelle. Punissez-les. Vous notez que nous avons plus de 200 ans d'histoire. Nous n'avons même pas un seul hélicoptère. Bon Dieu, c'est honteux. Même pour faire le mapping, même pour cartographier les dégâts de ce tremblement de terre, pour cartographier les dégâts de ces ouragans, nous devons faire appel à la République voisine. Mais c'est tellement honteux. Et vous savez ce qu'il y a de plus gênant de la part de nos dirigeants? Ils n'ont pas le sens de la honte. On dirait que pour être politicien en Haïti, il y a un chromosome que vous ne devez pas avoir. Le chromosome de la honte. Dès qu'on est politicien, on dirait qu'on ne sait plus ce que c'est que d'avoir honte. Je reprends. Dénoncez-les. Demandez-leur des comptes. L'argent avec lequel ils construisent leur maison, l'argent avec lequel, n'est-ce pas, ils lancent leur business, cet argent-là vous appartient parce que c'est de l'argent volé. Reprenez-le. Puisqu'il n'y a aucun procès, puisque l'État ne met pas la justice au service de la population, déchouquez-les. Car ce n'est pas le tremblement de terre qui tue autant de personnes. Ce n'est pas le tremblement de terre qui fait autant de blessés. C'est l'irresponsabilité de l'État. Arrêtons de lever les yeux vers le bon Dieu comme si le bon Dieu était responsable. Arrêtons de crier vers Jésus comme si Jésus allait nous donner d'autres autorités. C'est à nous de nous donner des autorités responsables, des autorités conscientes, des autorités qui rendent des comptes. Pour les forcer à rendre des comptes, nous devons les punir. Nous devons voter autrement. J'ai le cœur qui saigne en tant qu'Haïtien parce que nous faisons l'actualité pour les mauvaises raisons. Mais pour que cela change, nous devons nous donner d'autres dirigeants. Dans l'espérance que cela va nous faire réfléchir, dans l'espérance que nous allons réaliser que ce n'est pas le tremblement de terre qui tue les gens, c'est l'irresponsabilité de nos autorités qui tue les gens, eh bien, nous allons nous donner alors de nouvelles autorités. Nous allons initier ce nécessaire mouvement révolutionnaire. Merci d'avoir été à l'écoute. En parlant d'État irresponsable, je parle de cela dans mon livre Haïti, Miroir d'une société en décomposition. Vous voyez là donc la version anglaise, puisque le livre paraît et en français et en anglais.
J'en parle donc dans ce livre-là. Le problème d'Haïti, c'est pas un problème du bon Dieu, c'est pas un problème des démons. Le problème d'Haïti, c'est un problème d'hommes et de femmes irresponsables. Initions ce mouvement révolutionnaire. Dotons-nous de politiciens consciencieux, compétents, intègres. Et vous verrez, avec les mêmes tempêtes, les mêmes ouragans, les mêmes tremblements de terre, les conséquences seront moindres, car nous aurons établi un plan pour mitiger ce qui est prévisible. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous aimez cette émission, je vous invite à liker, je vous invite donc à partager dans votre réseau respectif ce que vous entendez ici. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne. Si c'est déjà fait, invitez des amis à s'abonner. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Allez, au revoir. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.